Et c'est vrai que maintenant, de pouvoir donner la possibilité à un papa, une maman, une grand-mère de dire, se balader dans ces rues, puis dire, tu vois ce bâtiment? Bah, grand-maman, elle a un petit bout de ce bâtiment. C'est quand même super fun. Et si on peut continuer à donner la possibilité à tout à chacun de faire ça, bah, je suis assez content de cette histoire. Bonjour et bienvenue dans The Enigma Expedition, le podcast où nous explorons les arcanes du branding et du marketing dédié à tous ceux qui cherchent à comprendre les secrets derrière les stratégies des marques réussies. Je suis votre hôte Olivier Kennedy, passionné de branding, expert en marketing, ravi de vous accompagner dans cette aventure. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sven Gros, directeur de SIPA Crowdimo, une entreprise pionnière dans le domaine du crowdfunding immobilier en Suisse. Avec un modèle innovant et un succès remarquable, SIPA Crowdimo redéfinit les moyens par lesquels on peut investir dans l'immobilier. Bonjour Sven, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je voulais te demander, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu SIPA Crowdimo et toi ? Avec grand plaisir. Déjà, merci Olivier d'avoir pensé à moi. C'est toujours un plaisir un petit peu de travailler avec des partenaires avec qui on se sent à l'aise. Donc de manière très simple, en fait, SIPA Crowdimo, c'est quoi ? C'est tout simplement une société qui donne la possibilité à tout à chacun d'investir dans l'immobilier, comme les institutionnels, mais de manière simple, sécurisée et quasiment accessible à tous. Je dis toujours quasiment accessible à tous parce que c'est vrai qu'avec une mise de départ d'environ 50 000 francs, malheureusement, si on pouvait le faire pour tout le monde, ce serait un grand plaisir, mais à l'heure actuelle, c'est la limite qu'on a. Mais ça reste quand même une démocratisation de ce qu'on peut faire pour l'investissement immobilier. Et tu es arrivé dans SIPA Crowdimo quand ? J'ai démarré dans SIPA Crowdimo il y a à peu près une quinzaine de mois. C'est vrai que je connais le fondateur Martin Almdahl depuis près de 30 ans, on est amis depuis 30 ans. Et c'est vrai qu'après avoir bourlingué pendant 11 ans à travers les États-Unis, 2 ans en Amérique du Sud, je suis revenu ici, puis comme à son habitude, Martin me dit « Ah ben on va aller se boire un verre !» On est allé se boire un verre, et puis on a commencé un petit peu à discuter de tout ce qu'on avait loupé pendant toutes ces années, et puis après on a commencé à discuter un petit peu de business, et il m'a dit « Écoute, il y a 2-3 trucs que je souhaiterais faire, tu voudrais pas venir un jour, voir ce qui se passe, me dire ce que tu penses ?» Et puis j'ai commencé à venir, je me suis baladé dans les bureaux, j'ai écouté ce qui se passait, et puis j'ai fait quelques suggestions à Martin qu'il a trouvé intéressantes. Après il m'a dit « Écoute, fais-moi ça de manière un peu plus détaillée », je lui ai fait un petit plan stratégique sur tout ce que je voyais. Et pour une raison ou une autre, autour d'un verre, on a commencé à se dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble ?» Et dans ces 15 derniers mois, il y a eu pas mal d'effets de ton arrivée. Écoute, je ne sais pas si c'est l'effet de mon arrivée. J'aime le penser quand je me couche le soir et me dire « Ah, j'ai fait quelque chose de bien. » Mais c'est vrai qu'il y a tout un team, il y a plein de partenaires qui sont venus un petit peu se mettre en place, de créer un petit peu cet écosystème, je dirais, très organique, qui crée ce qu'on appelle, et ce que j'adore utiliser comme terme, c'est une certaine communauté où des gens vont travailler ensemble, vont se soutenir. Et puis on a pu mettre en place quand même passablement de choses qui, de notre point de vue, améliorent non seulement la communication avec nos investisseurs, mais avec nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'on a mélangé un petit peu tout ce qui se fait, tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est fait, sans partir dans les extrêmes, mais de trouver cet équilibre qui, de temps à autre, peut être aussi délicat dans un couple que dans une société, c'est de trouver un équilibre, en fait, qui nous permette d'avancer tous ensemble, mais surtout, et de manière assez rigolote, je dirais, en s'amusant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très appréciable. Donc, de manière simple, pour les lister, on a fait toute une transformation digitale. On est parti d'un système très archaïque, voire féodal, sur tout ce qui était de la communication papier, des appels téléphoniques, du suivi du client de cette manière, en passant sur tout un mode digital, que ce soit sur l'utilisation d'un CRM, un outil qui nous permet de suivre nos clients, de toute une communication marketing orientée sur des réseaux sociaux, que ce soit des newsletters, du contenu dynamique, que ce soit vraiment une approche beaucoup plus orientée, et je déteste les anglicismes, IT, mais plus orientée en fait, informatisée, et qui nous permet d'avoir malgré tout une approche et une relation avec nos investisseurs et nos collaborateurs qui malgré tout s'améliore. Donc toute cette transition digitale, tout un aspect marketing global, tout un processus aussi de ce qu'on appelle des standards d'opération dans le but d'améliorer notre communication, et puis une organisation des processus, aussi de l'analyse de ce qu'on fait, des objets dont on fait l'acquisition. Donc on a un petit peu
fait une mini-révolution tout en faisant des choses qui donnent et qui semblent avoir donné énormément d'élan à cette société. Et je crois que tout le monde est assez content de ce point de vue-là. En tout cas, moi, je suis assez content et j'espère qu'on pourrait faire mieux, mais on va essayer de faire mieux. Et donc, au niveau marketing, tu as dû gérer toute une transition, une transformation. Est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers que tu as vu arriver à ce moment-là ? Le premier challenge, c'est déjà de convaincre l'exécutif de l'intérêt de faire ça. Parce que c'est vrai que souvent, l'exécutif n'a pas forcément 20 ans. Ils ont plutôt une connotation un petit peu négative de ce qui est... et cette confusion qu'il y a entre la technologie, les réseaux sociaux, les enfants qui gravitent autour de tout ça, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et cette peur un petit peu de cette nouveauté qui, au final, c'est le premier challenge. Il faut convaincre l'exécutif, convaincre ses collaborateurs de l'intérêt. Donc le challenge interne d'abord. Le challenge interne. Après, il y a tout le challenge au niveau de la mise en place. Parce que comme chaque chose, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Donc, il y a des pas à pas, il y a une incrémentation étape par étape qui doit être faite, qui prend du temps et qui génère de plus en plus de frustration. Parce que qui dit informatique, on se dit ça va aller très vite, c'est très simple, en 3 clics c'est fait. En plus, on entend qu'il y a l'intelligence artificielle. Attends, je prends l'intelligence artificielle, il y a tout qui est fait en 2 minutes, donc tu sers à rien. Et malgré tout, il y a tout ce processus qu'il faut mettre en place. Après, bien évidemment, il y a toute la partie externe au niveau des clients, des investisseurs, des partenaires, sur qui on doit travailler, on doit éduquer, on doit presque former, soutenir et dire écoutez, on essaye d'aller de l'avant. Et je ne parle même pas de la signature digitale ou style de choses où on a des personnes qui malheureusement, heureusement, ont vécu une autre époque, qui sont plus âgées et qui pour eux ont encore plus peur de cette nouveauté. Et pour dire honnêtement, même moi des fois, je rentre le soir et je commence à réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on va faire et je me perds dans des termes, je me perds dans des associations de systèmes entre tous ces éléments et je dois redescendre sur terre et me dire attendez, réfléchissons 2 secondes. Au final, ce n'est rien d'autre qu'un système d'organisation, des outils qu'il faut savoir utiliser et pas tomber dans cette frénésie de dire que chaque outil résout tout. Non, si tu as un marteau chez toi dans ton tiroir, il est fait pour planter ce clou-là. Ton tournevis, il est fait pour ça. Chaque élément est un outil qu'il faut savoir utiliser. Moi, je me rappelle du moment où on disait, il y a quelques années avec les réseaux sociaux, qu'il n'y aurait pas d'investissement qui se passerait par les réseaux sociaux, que c'était uniquement du média fun. Aujourd'hui, on parle de plusieurs centaines de milliers de francs, voire millions de francs qui ont été investis avec des gens que vous avez rencontrés que par les réseaux sociaux. Ou du moins, le premier touchpoint, la première fois où vous les avez rencontrés, c'est par les réseaux sociaux. Alors, c'est juste... Par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Et c'est assez... c'est très amusant, en fait, ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si tu l'as dit de manière très intelligente ou par hasard, mais j'aime bien. La partie fun. En fait, il est vrai que quand les gens, la plupart du temps, quand on va aux arrêts de bus, malheureusement, toutes ces têtes baissées, les gens essaient de faire quoi ? Ils vont sur les réseaux sociaux pour trouver un petit peu de fun, une petite détente, un petit plaisir qui va raviver un petit peu la morosité, malheureusement, qu'on peut avoir dans sa vie. Et c'est vrai que si on arrive à toucher quelqu'un alors qu'il est dans un espace de sécurité psychologique ou un espace de fun, il est sûrement plus propice à recevoir l'information. Et c'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent déjà de toucher des personnes qu'on ne toucherait pas parce qu'ils n'écoutent pas la radio, parce qu'ils ne regardent pas l'affiche qui est derrière eux à l'arrêt de bus. Ils regardent leurs réseaux sociaux, ils regardent leur smartphone. Et c'est vrai que de pouvoir pénétrer cette sphère, c'est quand même pénétrer un espace très privé. Donc, il est vrai que ça nous donne la possibilité de toucher un public qu'on n'aurait jamais pu toucher ou qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à toucher. Pour nous, on définit un petit peu l'ordinateur portable comme le doudou. C'est un enfant a beaucoup de peine à perdre son doudou. Il peut perdre plein de choses, mais d'habitude, il perd pas son doudou. Et le téléphone portable, c'est un peu pareil. On peut perdre ses clés, on peut perdre son porte-monnaie. On entend très rarement parler de gens qui perdent leur téléphone portable. Ou alors, il y a souvent un choc psychologique, quelque chose d'important qui s'est passé. Donc en fait, quand on touche les gens sur leur téléphone portable, on est vraiment dans la sphère très privée, exactement comme tu le disais. Je voulais te demander, en termes internes, ça a dû être des modifications
de processus qui ont été énormes. Comment ça s'est passé, ces modifications? Alors, je dirais que c'est des modifications qui sont complexes. Elles sont complexes parce que c'est vrai que ça demande déjà une certaine volonté d'y arriver, de toute une équipe. Et il y a aussi un problème de compréhension. C'est une compréhension technique. C'est comme si on explique à quelqu'un qui a la chance de manger des soupes dans un micro-ondes, comment est-ce qu'on va faire une énorme pintade pour 20 personnes. La question est quand même très compliquée. Très compliqué, déjà dire la pintade pour 20 personnes, c'est bien meilleur que ce qu'on trouve dans le micro-ondes. Il faut éduquer, il faut vraiment prendre le temps d'éduquer les gens. Il est impossible pour un humain de pouvoir apprécier quelque chose ou de se sentir partie prenante de quelque chose s'il ne le comprend pas. C'est très difficile d'expliquer à un enfant ce qu'est l'amour en deux individus. À part l'amour d'un parent. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas encore expérimenté, parce qu'il ne le comprend pas forcément. Donc il faut vraiment prendre le temps d'expliquer quels vont être les challenges, mais quelles vont être aussi les célébrations et les bonheurs et les joies ou les réussites que cela peut générer. Donc vraiment la partie éducative, elle est énorme. Comme pour tout le monde, si on ne comprend pas quelque chose, on a de la peine à l'intégrer et à le soutenir. Donc en fait, tu as vraiment dû mettre en place des processus d'aide au changement, d'accompagnement du changement, parce que tu es passé d'un côté très papier à numérique, et là-dedans, vous avez accompagné les employés là-dedans, et j'imagine aussi, vous avez dû découvrir de nouveaux types d'investisseurs, de nouveaux types de clients. Est-ce que ces nouveaux types d'investisseurs et de clients, est-ce qu'ils ont commencé à créer une communauté entre eux ? Est-ce que vous animez ces communautés ? Alors, on essaye de plus en plus d'animer cette communauté. On est très sur un système... déjà, on intègre de plus en plus la notion d'ESG, d'environnement social et gouvernance. Et c'est vrai que l'aspect S, social, qui regroupe un petit peu ces créations de communautés, est très forte. C'est vrai que plus on s'oriente des nouvelles technologies qui ont tendance à nous diviser, nous séparer, plus on a besoin de faire partie de communautés. Donc, c'est vrai que... à l'aide de réseaux sociaux, de promotion marketing sur différentes plateformes web et autres, on revient aussi à quelque part à une certaine source où grâce à ces systèmes de communication, pour notre part en tout cas, on crée des conférences. C'est-à-dire grâce à la technologie, on réunit les gens. Et on les fait venir justement dans des conférences où ils ont l'impression, et c'est ce qu'on souhaite faire cette appartenance à une communauté où on se retrouve tous ensemble, on ne s'est jamais vus, on ne s'est jamais rencontrés, on a communiqué juste via des réseaux sociaux, via du code binaire et ainsi de suite, et on se retrouve dans un espace, tout d'un coup, on se dit, en fait, je fais partie d'un groupe là, et c'est assez sympa de faire partie d'un groupe avec tous ces gens. Donc, c'est vrai que la distance et les outils ont évolué, mais on revient quand même toujours à la création de communautés. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit pendant quelques instants par rapport à la complexité. Plus on part dans la technologie, plus on part dans les réseaux sociaux avec l'aide de partenaires comme vous qui permettent d'orienter, plus on doit communiquer, éduquer les collaborateurs sans l'aide de technologie. Plus on se retrouve autour d'un café, plus on parle, plus on discute tête à tête, plus on explique ces choses. Donc, il y a vraiment des paradoxes qui génèrent, qui arrivent, qu'on n'aurait pas imaginé, ou en fait, pour expliquer comment les réseaux sociaux fonctionnent, la meilleure manière, c'est de s'asseoir autour d'une table, prendre un café et d'en parler. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que plus tu rajoutes de la technologie, plus tu arrives à mettre de l'humain dans la relation collaborateur, mais aussi investisseur, c'est ça ? Complet, c'est à 100% ça, parce qu'au final, je reviens sur le marteau et le tournevis. Cette technologie est un outil. On fait appel à des experts qui savent utiliser cet outil, mais le cœur qui reste, l'essence de toute entreprise, c'est la confiance. Et la confiance, elle se crée uniquement tête à tête. Mais par contre, l'introduction, l'ouverture se crée grâce à ces nouveaux outils. Fabuleux. Alors, je vais parler un petit peu d'intelligence artificielle. Tu en as parlé. Je me dis, aujourd'hui, on ne peut pas parler de marketing sans dire et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé, que vous avez essayé avec SIPA,
ou que vous expérimentez, ou avec lesquels vous jouez, ou que même vous avez peut-être déjà réellement en place, qui utilisent de l'intelligence artificielle? Alors, je dirais qu'on est vraiment au début, au balbutiement, pour nous en tout cas, pour cette intégration. N'oubliez pas que nous sommes actifs en Suisse, les choses prennent un petit peu de temps. Oui, on est dynamique, oui, on essaye d'être innovateur, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait quand même passablement de mois que je fais des analyses, que je me suis mis en contact avec plusieurs personnes. J'ai la chance d'avoir dans mon entourage certaines personnes qui utilisent cette technologie et même proposent cette technologie à certains niveaux. Je l'utilise, je ne vais pas dire tous les jours, mais il est vrai que j'aime bien tester cette technologie sur différents niveaux, que ce soit pour me trouver un restaurant, que ce soit pour savoir comment est-ce que je devrais formuler juste un bas de phrase. Mais encore une fois, ça reste un outil. Et comme chaque outil, et je reviens toujours là-dessus, hein, on ne doit pas avoir peur des outils, on ne doit pas avoir peur d'une tronçonneuse parce que ça peut faire du mal. On doit juste se soucier de savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et je pense comme chaque outil, l'utilisation de l'intelligence artificielle va augmenter, va grandir, va s'améliorer, et je reste quelqu'un de très idéaliste en pensant que ça va nous aider. Alors oui, on en a un petit peu peur de temps en temps, mais je reste persuadé qu'il y a c'est pas tant, encore une fois, dans l'outil, c'est qui va l'utiliser. Et je pense qu'on devrait être assez intelligent en tant qu'humanité d'utiliser cette technologie à bon escient, et je pense qu'il y a des bonnes choses à faire avec ça. Est-ce qu'il y a des formations à l'intérieur des équipes, ou est-ce que vous partagez en disant tiens, on a testé ça, un tel a testé tel outil, on pourrait l'essayer? Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui dans vos programmes d'accompagnement au changement? Alors, on n'a pas des formations en tant que telles. On reste quand même une structure en termes de taille. On n'est pas énorme, donc on a encore cette chance de discuter. On a aussi un système hiérarchique, même s'il y a une organisation qui est assez plat. C'est-à-dire qu'on est tous accessibles à chaque instant. Donc on a la possibilité, à travers ces micro-moments, je vais dire intimes, parce que c'est vrai que prendre un café avec un collègue le matin et de parler de comment ça s'est passé la soirée précédente dans sa famille, qu'est-ce qu'on a fait aussi au boulot, et de pouvoir partager en fait un petit test qu'on a fait sur cette action-là, ou bien de faire participer les collaborateurs en disant écoutez, demain, on va faire un petit test. Okay, on fait tous une petite recherche comme ça, on fait tous un petit test comme ça, et on compare un petit peu nos résultats. Ça nous pousse aussi à garder le dialogue ouvert, et c'est un plaisir de pouvoir expliquer quelque chose, et je reviens toujours là-dessus, d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne le connaît pas, et donner la possibilité d'ouvrir un nouveau petit tiroir dans la tête de quelqu'un en se disant « Ah bah, tiens, je n'avais pas pensé à ça ». Comme avec un enfant, où on va lui expliquer pourquoi est-ce qu'il pleut, pourquoi est-ce que le nuage est gris, et pourquoi il pleut à un moment donné. Ça donne cette ouverture d'esprit. Donc, garder cette proximité avec ses collaborateurs, les intégrer, les faire participer, les faire tester, je pense que c'est quelque chose qui est primordial quand on veut se lancer dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que la manière dont les campagnes digitales et le marketing digital est venu dans SIPA, est-ce que c'est quelque chose où tu as aussi dû expliquer ces nouveaux acronymes et anglicismes qu'on a partout pour calculer les impacts? Parce que je suis sûr que vous êtes une entreprise qui analysez les impacts de toute action qui est faite, toute action qui est menée. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la manière de quantifier le succès d'une action marketing? Alors, je dirais qu'il y a bien évidemment, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens de formuler. La première chose que j'aurais tendance à dire, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait 11 ans aux États-Unis, à travers différentes villes. J'ai été exposé à énormément de technologies, déjà parce que je faisais de la construction préfabriquée, très avancée, et dans tous les processus d'amélioration pour l'efficacité de chaque élément. Donc, on était très, très orienté technologie. Et du coup, j'ai été exposé à ce que j'adore, mais ce qui fait de temps en temps un petit peu la crainte qu'on peut avoir des États-Unis, à l'extrême. C'est-à-dire l'extrême digitalisation, l'extrême électronisation, si j'ose dire un terme comme ça, de ce qu'on peut faire. Et c'est vrai que quand je suis revenu ici en Suisse et que j'avais toutes ces idées, tous ces acronymes, tous ces anglicismes, j'ai aussi dû un petit peu redescendre sur terre et me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu pendant 11 ans?
et qu'est-ce que je peux en tirer qui reste réaliste et humain. Et on retombe un petit peu dans cet équilibre, trouver ce juste milieu, trouver cet équilibre. Donc, je suis assez content maintenant d'être parti de ce phénomène IT, technologie, intelligence artificielle, réseaux sociaux, pour revenir dans un univers où on a la possibilité de remettre l'humain au centre de ses valeurs et d'utiliser encore une fois, je reviens tout le temps là-dessus, tous ces éléments comme des outils. Et faire appel à des experts qui peuvent vous soutenir, qui peuvent nous soutenir dans l'utilisation de ces outils. Et ça, je pense que c'est primordial de toujours trouver un équilibre. Chaque société, chaque industrie, chaque personne, chaque être vivant sur cette terre, dès qu'on tombe dans un extrême, on se perd. Donc il faut vraiment toujours garder en point de mire, je dirais, cet équilibre. Savoir où s'arrêter, où commencer et trouver cet équilibre qui nous permet d'avancer. Et du coup, j'ai perdu le fil sur la deuxième question. Moi, je voulais rebondir sur un truc qui est intéressant, c'est que tu as dit aux États-Unis, ça a été hyper tech, et ici, tu as dû amener le côté dans l'humain. Mais si je me trompe pas, tu as vécu au Mexique aussi, c'est ça ? J'ai fait 2 ans aussi au Mexique. Et c'est quoi alors la différence ? Parce que moi, j'ai pas travaillé au Mexique, donc en termes de la manière dont on approche le marketing entre États-Unis, Suisse, Mexique, c'est quand même vraiment 3 marchés complètement différents. J'adore le Mexique. C'est un pays qui m'a appris énormément de choses en termes de valeurs humaines. Le marketing, quand tu arrives à un petit Suisse qui se fait 11 ans aux États-Unis, qui débarque ensuite au Mexique, la première action marketing auquel tu dois penser, et je reviens sur cet équilibre, c'est s'assurer que tes collaborateurs ils aillent à boire de l'eau qui est fraîche. Ça, c'est la première valeur marketing. Une fois que tu t'es occupé de tes collaborateurs et que tu as l'impression d'avoir fait un énorme changement dans leur vie en disant que on est équivalent, que tu les remontes, que tu leur fais comprendre qu'ils ont une valeur, que tout commence avec le respect, après tu peux t'attaquer au marketing. Donc le marketing au Mexique, c'est un autre monde. C'est vraiment quelque chose qui est qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne le vit pas. Mais par contre, il y a une énorme relation entre les États-Unis et le Mexique. Donc je dirais que c'est un copier-coller à... Je ne sais même pas comment, parce que j'ai trop peur de froisser mes amis mexicains parce que leur valeur humaine est tellement plus importante que les valeurs marketing qu'on peut imaginer. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque. Ils ne se posent pas la question de est-ce que je vais publier sur des réseaux sociaux ou ce style de choses. Il y a des problématiques qui sont bien plus importantes que ça. Donc, j'ai de la peine à m'exprimer sur le marketing au Mexique. Déjà, ce n'était pas ma première activité là-bas. Ma première activité là-bas, c'était vraiment sur la partie, je dirais, processus, amélioration et puis tout ce qui était écologie. Et il y a énormément à faire. Donc, j'ai vraiment de la peine à... Et tu le sauras, hein, j'ai pas toujours de la peine à m'exprimer sur beaucoup de sujets, mais celui-ci, c'est assez compliqué pour moi de donner quelque chose qui tienne la route. Pas de problème. Et puis, est-ce qu'on peut parler un peu de perspective pour 2024 ? Qu'est-ce qu'on a comme chose que tu attends de 2024 ou chose où tu vas te dire, tiens, ça c'est quelque chose qui va... Soit vous nous posez des challenges, soit ça sera des super opportunités. Quels sont les moments de 2024 où tu te dis, ah là, marketing, communication, marque, pour SIPA, il y aura quelque chose à faire ou comme nouveauté ? Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, je dirais d'un terme purement business. On souhaite vraiment déployer notre force, déployer notre présence. Ça, c'est un petit peu je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'on va, encore une fois, utiliser l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on va innover par rapport aux outils qu'on utilise. Qu'est-ce qui va nous permettre, après presque une année d'analyse de nos informations, de toutes ces datas, de toute cette information qui gravite autour de nous et qu'on a pu récolter en une année, comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment transformer cette information pour aller de l'avant, pour améliorer nos services. Et donc, il y a plein de petits challenges qui sont beaucoup plus,
je dirais, moins visibles. C'est-à-dire, encore une fois, l'année passée, on a procédé à plein de transformations, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, il va falloir vraiment aller dans le détail des choses et améliorer point par point, décortiquer tout ce qu'on a fait pour essayer de trouver des nouvelles pistes. Et c'est vrai que même s'il y a plein de nouveaux outils, même s'il y a plein de nouveaux canaux de communication, distribution, comment est-ce qu'on va rester innovant? Parce que quand on aura dit à table avec ses potes, on utilise l'intelligence artificielle 10 fois, on n'aura plus rien d'autre à dire. Donc je pense qu'il va falloir se réinventer aussi par rapport à ce qui existe. Et je pense que c'est là où l'humain a cette capacité de se réinventer, de réutiliser des outils par rapport à ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc je pense qu'il il va y avoir pas mal, je dirais, d'analyses, de tests, de casser de figure qu'il va falloir prendre en considération, mais je pense que ça fait partie du fun qu'on aime avoir chez SIPA. Et au niveau investissement immobilier, vous gérez beaucoup plus d'investisseurs qu'une boîte traditionnelle. Une boîte traditionnelle, elle va avoir, je sais pas, 10, voire 30 fois moins d'investisseurs pour le même nombre de biens que vous. Donc vous, en termes de gestion de ces investisseurs, vous êtes obligé d'avoir beaucoup d'automation, mais en même temps de garder cette proximité, de créer cette communauté. C'est quelque chose qui va aller de plus en plus forte. C'est-à-dire que plus vous allez amener des objets sur le marché, plus vous allez devoir faire ça. Est-ce que tu vois les autres entreprises immobilières qui gèrent des investisseurs qui commencent à copier vos manières de faire, ou est-ce qu'on a vraiment un pôle traditionnel qui reste vraiment traditionnel et une nouvelle boîte comme toi, pas si nouvelle, mais une boîte comme SIPA qui a quelques autres entreprises sur le marché qui, eux, ont une nouvelle manière de faire qui risquent un jour peut-être de leur montrer l'exemple? Alors c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que SIPA Crowdimo est jeune, c'est 4-5 ans. Par contre, le groupe SIPA a plus de 20 ans d'investissement derrière. Donc on mélange un petit peu cette partie très archaïque, très traditionnelle, très investissement, très sérieux, très rigoureux, avec cette partie un petit peu start-up où on se permet de faire des choses beaucoup plus dynamiques. Donc c'est vrai que les outils à l'heure actuelle nous permettent d'être beaucoup plus proactifs, de pouvoir vraiment envoyer l'information à nos investisseurs. Nos investisseurs souhaitent être très en retrait, ils ne souhaitent pas faire grand-chose, c'est la simplicité qu'ils cherchent, mais en même temps, ils sont très friands d'informations. Donc ces outils, ces automatisations qu'on peut faire où tous les rapports trimestriels sont envoyés automatiquement, où des informations sur la vie de leur investissement sont envoyées très régulièrement de manière automatique, ils apprécient ça parce qu'ils sentent qu'il y a une certaine dynamique. Par contre, comme certains de ces investisseurs sont des investisseurs de longue date, ils n'aiment pas forcément réagir. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile parce que quand on envoie une lettre à son amour qui est à 1000 km, on envoie une lettre, on a une réponse. On envoie une deuxième lettre, on n'a plus de réponse. On envoie une troisième lettre, on n'a plus de réponse. On a tendance à croire qu'il n'y a plus d'intérêt. Eh bien, avec l'automatisation, c'est un peu ça. On envoie de l'information, et il n'y a pas forcément du répondant. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'est pas lue et appréciée. Et c'est lors de rencontres, soit par des séminaires, des conférences ou des rencontres au bureau, que nos investisseurs nous disent « Ah, et au fait, c'est sympa votre information que vous m'envoyez, au moins je sais ce qui se passe. » Alors des fois, c'est un petit peu, il faut faire attention parce que vous allez avoir quelqu'un au téléphone qui va dire « Ah oui, j'ai regardé, j'ai vu que le parc pour enfants a été fini très récemment sur le bâtiment. » Et il faut être à jour avec cette information. Parce que toute l'information qu'on envoie, qu'on procure à nos investisseurs, il faut que nous, on la digère aussi. Il faut qu'on y soit au courant parce que de temps à autre, avec toute cette information qu'on promouvoit, nos investisseurs se retrouvent à mieux connaître l'état de leur investissement que nous-mêmes de temps à autre. Donc il faut encore une fois toujours communiquer et s'assurer que toutes ces automatisations, ces façons de communiquer soient intégrées par le reste du team. Mais c'est super intéressant de voir ça. Mais par contre, c'est vrai que ça crée des nouveautés qu'il faut s'adapter et se renouveler constamment parce que ça va très vite. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais dans SIPA Crowdimo qui sont en train d'être reprises par d'autres parties du groupe? Parce que souvent on se dit le truc très cool, très fun, on va le laisser pour les investissements de 50 000, mais là où on gère des investissements d'1 million et plus,
on va rester avec nos outils traditionnels. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une porosité et des choses qui passent de SIPA Crowd.imo à d'autres éléments de SIPA? Bon, là, vous pouvez le constater, hein, j'ai l'excitation qui monte, je suis super enthousiaste, mon ego commence à être très flatté, je suis en train de me dire, en tant que mâle dominant égocentrique, enfin on y vient. Non, c'est vrai que alors déjà, il y a plusieurs choses, mais la première chose, c'est que c'est super excitant, c'est grisant, de voir qu'on essaie d'implémenter quelque chose, que ça fonctionne, et qu'après on nous demande, ce serait peut-être pas mal de l'implémenter dans les autres divisions, ce serait pas mal de le tester dans les autres divisions. Alors ça, c'est la grande chance qu'on a dans ce groupe, c'est avec encore une fois un des fondateurs, Martin, qui est très enthousiaste par rapport à des nouvelles choses, de tester. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on est en train de répliquer une partie du modèle dans d'autres divisions du groupe, avec l'ambition et le souhait, encore une fois, que cette standardisation qui mène à l'optimisation et l'efficacité, en fait, une amélioration de nos processus, puisse être généralisée. Alors bien évidemment, on reste dans l'investissement, donc ça nous permet vraiment de multiplier, dupliquer ça, mais c'est vrai que pour revenir à ta question de manière extrêmement précise, oui, c'est super chouette de voir que ce qu'on implémente commence à se propager et qu'on souhaite le propager dans le reste des divisions, même si ça touche d'autres types d'investissements. Moi, j'ai souvent vu que ce qui se passe, c'est que quand on arrive à générer du succès avec ce genre d'outils, avec ces outils qu'on rajoute, on va de la peur à l'envie, from fear to greed. Et je me demande si le côté partage d'informations et de data, il y a beaucoup d'indicateurs clés de performance que vous avez au niveau de SIPA Crowd.imo, que j'imagine il n'y a pas dans d'autres divisions, parce qu'on ne sait pas combien de fois la lettre a été sortie de son enveloppe, alors que tu sais combien de fois l'email a été ouvert et s'il a été regardé. Est-ce que ça, c'est quelque chose où justement, tu as les autres divisions qui viennent regarder en disant nous, on peut aussi avoir ces informations, ces datas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir? Est-ce que ça, tu vois de l'envie qui vient là-dessus? Ah oui, c'est clair que il y a quand même un espèce de petit phénomène intrusif, de voyeurisme là-dedans. Faut se l'avouer, surtout dans les débuts. Quand on envoie de l'information, puis qu'on peut savoir combien de fois ça a été ouvert, qu'à quelle heure ça a été ouvert, où ça a été ouvert, il y a une forme de voyeurisme. Je pense que c'est très, très, très intrusif. Mais encore une fois, c'est très intéressant. Alors bon, il y a toutes des règles de confidentialité aussi qu'on respecte parce qu'on fait de l'investissement, donc c'est très confidentiel. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'indications sur le profil de nos investisseurs. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des collègues, parce qu'on réunit pas mal de divisions ici à Lausanne, qui viennent me poser la question, de dire mais c'est vrai qu'on peut savoir combien de personnes a lu l'email, puis à quelle heure? Je peux voir. Et cette question, je peux voir, c'est un petit peu, encore une fois, cette forme de voyeurisme quand on est à table avec des copains, puis il y a quelqu'un qui montre une photo, dire moi je veux voir la photo. On le dit pas, mais au fond, nous, on est tous comme ça, à se dire moi je veux voir la photo, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Donc oui, il y a cette envie d'être assez intrusif, mais il faut respecter. Et puis au final, on voit pas grand-chose. Hein. C'est pas qu'on a la possibilité de voir d'allumer la caméra de nos clients puis de voir ce qu'ils sont en train de faire. Je vois juste à quelle heure ça a été fait. Donc ça me donne la possibilité de savoir est-ce qu'il faudrait envoyer nos emails à telle et telle heure ou à tel et tel jour et ainsi de suite. Mais il y a une forme de voyeurisme qui est assez drôle parce qu'elle est très légère. C'est la preuve que c'est quelque chose qui génère de l'intérêt et que les gens dans le groupe et dans les différentes divisions ont une appétence à voir en fait ce qui est possible. Je vais te poser une question un peu difficile qui est la Suisse, c'est un marché vraiment complexe, particulier. C'est-à-dire on est dans le pays, l'un des pays avec l'espace média le plus cher au monde, avec les médias qui sont vraiment réunis entre Ringier et Tamedia, on a 80% de l'espace média suisse. Et en plus, on a plusieurs marchés. Donc là, vous êtes très présent en Suisse romande. Il y a l'ouverture, vous commencez à avoir des projets en Suisse allemande. Et comment est-ce que tu vois les différences de marché, l'ouverture de la Suisse allemande? Comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est vrai que la Suisse c'est un magnifique pays qui est très, très, très intéressant.
Moi, je suis vraiment un Suisse de la Suisse. Hein. Je suis originaire de Vézena-en-Valais. J'ai grandi dans le canton de Vaud, donc ça se remarque sur mon accent. J'ai vécu toute mon enfance sur des pistes de ski, dans les montagnes. Moi, je suis bien quand je suis au milieu des arbres dans la neige. Mais c'est vrai que c'est un pays très intéressant pour plein de raisons. Déjà, j'ai appris à être extrêmement fier de ce pays. C'est marrant quand j'étais pas là. Toutes ces années où j'étais loin, j'ai appris à être extrêmement fier de ce pays, et si je pouvais un jour donner je vais le faire comme ça. Le conseil que je donne à mes enfants par rapport à la Suisse, c'est de dire, la Suisse est un pays qui a toutes les raisons pour son peuple d'être fier de qui il est, et j'aimerais que dans le futur, les générations futures suisses soient un petit peu plus fières de l'être. Et fier de l'être, c'est être fier de tout ce qui a été fait, de tout le passé et ainsi de suite, mais de respecter chaque région, parce que chaque région est tellement riche et pleine de différences qui créent cette singularité de ce pays, et ces différences sont magnifiques. Donc, j'ai énormément de crainte, d'appréhension à attaquer la Suisse italienne, à partir même sur des cantons comme Neuchâtel, alors que j'adore Neuchâtel, parce qu'il y a quand même ce fondamental respect entre nos régions qui fait la force de ce pays. Donc oui, j'ai beaucoup de craintes, je ne sais pas exactement comment tourner les choses, mais encore une fois, plutôt que se dire on va arriver avec nos gros sabots et on va dire ouais, on a fait ça comme ça ici, non, on va aller à petits pas, respecter l'environnement et faire appel à des personnes qui sont de là où on doit aller, et pas essayer d'éduquer, d'expliquer comment les choses se passent, mais au contraire d'arriver en disant comment vous faites, comment vous voyez les choses, et de s'adapter. Et ça, je pense que si la Suisse fonctionne aussi bien à l'heure actuelle, c'est qu'elle a toujours su s'adapter. Et je crois que ça, il faut le conserver, cette capacité d'adaptation. Mais ça, je crois que ça vient du fait que quand on travaille en Suisse, quand on commence à travailler dans le business en Suisse, on a ce respect de différences culturelles qui est intrinsèque au fait que notre marché fait qu'on apprend ça très très vite. Et que ce qui va marcher en Suisse allemande ne marche pas en Suisse romande, et que en plus en Suisse romande des fois on voit les pubs suisses allemandes mal doublées avec des trucs vrai. On se dit mais ça ne nous ressemble pas du tout ça, de quoi ils me causent. Ils ont moins ça en Suisse allemande quand même, mais en Suisse romande en Suisse on fait souvent attention à ça, ce qui fait que peut-être ça nous donne un avantage quand on va dans d'autres cultures, dans d'autres pays, parce qu'on les prend en se disant je sais que je sais pas, et je sais que je vais faire attention, et que je vais faire une adaptation culturelle. Et dans ce que j'entends, c'est que en fait même Neuchâtel, donc c'est quelque chose où tu dis ok, faut le faire à la neuchâteloise. C'est presque comme si on est suisse qu'en dehors de Suisse. Autrement, on est de son canton. Et c'est que quand on rencontre des gens qui sont pas suisses qu'on dit je suis suisse. Autrement, on va dire je suis valaisan, je suis vaudois, je suis neuchâtelois, ou je suis genevois. Donc il y a la Suisse allemande, il y a quelque chose qui commence, c'est pour 2024, c'est pour 2025, comment est-ce que tu vas lancer ça? Alors comment je vais le lancer, j'en ai aucune idée. Pour quand c'est, j'en sais encore moins. Je sais juste qu'un jour ou l'autre on va le faire. Mais bon, malgré tout, même si le roman, et puis je prends toute cette romandie, on a tendance à dire les Suisses allemands, les Suisses allemands, les Suisses allemands, ils sont quand même vachement ouverts. Alors oui, ils sont très rigoureux, mais oui, ils sont super ouverts. Et il y a quand même un certain amour de la romandie. Ok, et il y a un grand respect de leur part. Donc, je souhaiterais de temps en temps que les romans soient un petit peu plus comme ça, plus respectueux. Mais c'est parce qu'on en a peur des Suisses allemands, parce qu'ils sont plus nombreux. Et que nous, on a l'habitude de se faire taper sur la figure par les Français. Désolé s'il y a des Français ici, ou les petits Suisses. Donc, on a un peu cette gêne, ce stigma un petit peu de on est une minorité. On est les petits. On est une minorité. On est les petits, donc on a un petit peu peur de notre Suisse allemande voisine, mais je pense qu'il y a énormément de respect qui va l'un dans l'autre. Puis c'est de bonne guerre, on aime bien rigoler les uns avec les autres. Et puis au final, de toute façon, où qu'on soit en Suisse, à la fin du compte, on se retrouve autour d'une table, on s'ouvre une petite bouteille et tout le monde est content et on rigole bien. Donc oui, il y a beaucoup d'appréhension pour la Suisse allemande, il y a beaucoup de respect pour Neuchâtel et ainsi de suite, mais c'est quand même très intéressant parce que ça nous permet
Ça nous permet d'adapter et puis d'être assez créatif sur ce qu'on doit faire et comment le faire. Puis c'est vrai que de pouvoir utiliser des racines locales de Neuchâtel pour faire ça, ou du Valais, des accents valaisans dans la publicité quand on la balance à Genève et vice-versa, ou bien des petites relations visuelles dans les spots digitaux, sur les réseaux sociaux, où on prend le canton d'à côté pour rigoler. C'est quand même fun de pouvoir faire ça, enfin surtout pour vous dans le marketing. Ah, c'est clair qu'on s'amuse bien avec ça. Je vais terminer par une question sur le côté marque. C'est-à-dire la marque SIPA, le groupe SIPA, il existe depuis longtemps. La marque du SIPA Crowdfunding, c'est une marque qui est plus récente. Comment est-ce que tu situes la marque, vraiment le côté branding de SIPA par rapport aux autres acteurs du crowdfunding immobilier? Est-ce que c'est quelque chose où pour l'instant il y a de la place pour tout le monde et vous arrivez à être assez différent? Est-ce que c'est quelque chose où ça devient challengeant, où vous devez vous séparer des autres investisseurs immobiliers? Comment est-ce que tu situes en fait la marque SIPA aujourd'hui? Je dirais que on a énormément de chance en Suisse. Je dirais, si je regarde nos concurrents, on a des concurrents de qualité. C'est vrai que le gros avantage, il n'y a rien de plus frustrant. Par exemple, moi je suis aussi un joueur de tennis. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un court de tennis et de tomber sur quelqu'un qui joue vraiment pas bien. Parce qu'il faut rester poli, parce qu'on est suisse, ok, parce que c'est le tennis. Donc on reste poli, on va jouer son heure, on va sourire, on va boire un verre. On aurait peut-être tendance à dire de temps en temps, allez, dis-lui que c'est bon, on a passé 10 minutes. Mais le gros avantage qu'il y a à l'heure actuelle en Suisse, c'est que tout est fortement réglementé par rapport à l'investissement. Donc on fait concurrence à des concurrents de qualité. Et ça, c'est franchement super bien. Pourquoi ? Parce qu'on se pousse à aller en avant. Je ne vais pas les nommer, ils se connaissent, mais on a vraiment des concurrents de qualité, ce qui nous permet vraiment d'avoir un marché où déjà, l'investisseur n'est pas lésé, alors il peut trouver des meilleures opportunités ici, il peut venir chez nous, et ainsi de suite. Bien sûr, on est les meilleurs. Non, je dirais, c'est pas tout à fait vrai, mais je pense qu'on est une très 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 bonne solution, très 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 compétitive pour certains types d'investisseurs. Nos concurrents peuvent être de très bons choix pour d'autres types d'investisseurs, mais je dirais que l'avantage en Suisse, malgré tout, c'est que on reste dans cette sécurité. On reste dans ce domaine. Alors oui, il y a énormément d'arnaques. Il y a énormément d'arnaques qu'on voit tous les jours qui arrivent de part et d'autre. Mais je dirais que dans l'investissement, une fois que vous faites un petit peu votre recherche, vous allez voir qui sont les personnes, vous allez dans la société, vous rentrez dans les bureaux, vous discutez. On reste quand même dans des sociétés suisses qui sont solides, qui proposent des produits de qualité, qui ne vont pas être une arnaque. Donc renseignez-vous bien, mais je dirais que nous, on se positionne, je dirais que nous, on est très axé sur la qualité. Puis encore une fois, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'investissement. On n'a pas ce mode crowdfunder, start-up, où on est vraiment orienté que sur la technologie, où on essaye de mettre en avant la technologie, la PropTech, la FinTech, et ainsi de suite. Non, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'investissement. Plus de 20 ans qu'on fait de l'investissement. Maintenant, oui, on surfe un petit peu en plus sur cette vague crowdfunding, mais au final, notre métier n'a pas changé. Et si on est là depuis 20 ans, c'est qu'on sait flairer les bons investissements. C'est pas juste parce qu'on a mis un site web en place et puis qu'on fait de la publicité sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous permet, les réseaux sociaux, les partenaires marketing comme vous, ça nous permet de toucher, encore une fois, comme j'ai dit précédemment, un public qu'on n'aurait pas touché dans le passé. Mais on reste une société d'investissement vieille école, où on respecte les standards. Donc, je dirais qu'on se positionne plus dans la qualité de l'investissement, la sécurité de l'investissement, la relation client sur le long terme, où on crée cette communauté, où on avance ensemble. Nous, on a des clients, ils sont là depuis 20 ans. Ils nous suivent tout le temps depuis 20 ans. Et ils nous suivent encore dans l'immobilier maintenant. Et ils nous suivront, j'espère, encore dans tout ce qu'on va faire à côté. Donc nous, si on devait nous positionner, je dirais qu'on est vraiment dans le service à la clientèle individualisé, même si on a l'accès à cet investissement à des montants qui sont assez réduits maintenant. Mais je dirais qu'on se situe vraiment dans le conseil personnalisé de l'investissement orienté crowdfunding. Merveilleux. Et pour les 12 prochains mois, qu'est-ce que je peux te souhaiter que tu aimerais qu'il arrive pour SIPA Crowdimo ? Qu'on continue à avoir du fun, qu'on continue à rencontrer toutes ces personnes, tous ces investisseurs qui souhaitent sécuriser leur avenir, qui souhaitent avoir un petit quelque chose à léguer, qui souhaitent arrondir leur fin de mois, arrondir leur retraite, que ça continue comme ça se passe à l'heure actuelle, d'avoir des collaborateurs qui sont heureux de venir au bureau, puis moi d'être super content d'aller
au bureau tôt le matin, de finir tard le soir, ou de pas finir tard le soir, de partir pouvoir jouer un petit coup de tennis avec un collaborateur ou le fondateur, et puis de continuer un petit peu à avoir l'impression de faire avancer un petit peu cette démocratisation de l'investissement immobilier pour tout le monde. Alors je sais que c'est un petit peu barbant comme je le dis, mais au final, c'est comme j'ai toujours dit, je veux dire, moi depuis gamin, je me balade dans les rues de Lausanne, dans les rues de Genève, dans les rues de Montreux, et je regarde ces gros bâtiments et je me dis dans ma tête, si seulement j'avais ce bâtiment, je serais le plus riche du monde. Et c'est vrai que maintenant, de pouvoir donner la possibilité à un papa, une maman, une grand-mère de dire, se balader dans ces rues, puis dire, tu vois ce bâtiment ? Bah, grand-maman, elle a un petit bout de ce bâtiment. C'est quand même super fun. Et si on peut continuer à donner la possibilité à tout à chacun de faire ça, bah, je suis assez content de cette histoire. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite, que tu puisses continuer à faire cette mission de démocratisation. Et je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous et avec tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est vraiment chouette. Et merci pour ta générosité et puis pour ce côté fun et inspiration qui nous donne envie de faire du changement. Bah, merci à vous déjà de m'avoir appelé. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler, comme vous le savez. Et puis d'être avec nos partenaires comme ça, de se soutenir. Encore une fois, on est une petite communauté. On se soutient comme on peut. Donc, moi, je remercie vraiment aussi à cette société et puis Martin de m'avoir donné la chance de pouvoir faire ce qui me plaît. Et puis, super content, toujours excité de pouvoir parler de tout ça avec vous. Bah, merci beaucoup. À tout bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.